Un scandale en Bohême. Les aventures de Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle. Première partie. Pour Sherlock Holmes, elle est toujours la femme. Il la juge tellement supérieure à tout son sexe qu'il ne l'appelle presque jamais par son nom. Elle est et restera la femme. Aurait-il donc éprouvé à l'égard d'Irène Adler un sentiment voisin de l'amour ? Absolument pas. Son esprit lucide, froid, admirablement équilibré répugnait à toute émotion en général et à celle de l'amour en particulier. Je tiens Sherlock Holmes pour la machine à observer et à raisonner la plus parfaite qui ait existé sur la planète. Amoureux, il n'aurait plus été le même. Lorsqu'il parlait des choses du cœur, c'était toujours pour les assaisonner d'une pointe de raillerie ou d'un petit rire ironique. Certes, en tant qu'observateur, il les appréciait. N'est-ce pas par le cœur que s'éclairent les mobiles et les actes des créatures humaines ? Mais en tant que logicien professionnel, il les répudiait. Dans un tempérament aussi délicat, aussi subtil que le sien, l'irruption d'une passion aurait introduit un élément de désordre dont aurait pu pâtir la rectitude de ses déductions. Il s'épargnait donc les émotions fortes, et il mettait autant de soin à s'en tenir à l'écart qu'à éviter, par exemple, de fêler l'une de ses loupes ou de semer des grains de poussière dans un instrument de précision. Telle était sa nature, et pourtant une femme l'impressionna, la femme, Irène Adler, qui laissa néanmoins un souvenir douteux et discuté. Ces derniers temps, je n'avais pas beaucoup vu Holmes. Mon mariage avait séparé le cours de nos vies. Toute mon attention se trouvait absorbée par mon bonheur personnel, si complet, ainsi que par les 1000 petits soucis qui fondent sur l'homme qui se crée un foyer. De son côté, Holmes s'était isolé dans notre meublé de Baker Street. Son goût pour la bohème s'accommodait mal de toute forme de société. Enseveli sous de vieux livres, il alternait la cocaïne et l'ambition. Il ne sortait de la torpeur de la drogue que pour se livrer à la fougueuse énergie de son tempérament. Il était toujours très attiré par la criminologie. Aussi occupait-il ses dons exceptionnels à dépister quelques malfaiteurs et à élucider des énigmes étranges que la police officielle désespérait de débrouiller. Divers échos de son activité m'étaient parvenus par intervalles, notamment son voyage à Odessa, où il avait été appelé pour le meurtre des Trepoff, la solution qu'il apporta au drame ténébreux qui se déroula entre les frères Atkinson de Trincomalee, enfin, la mission qu'il réussit fort discrètement pour la famille royale de Hollande. En dehors de ces manifestations de vitalité dont j'avais simplement connaissance par la presse quotidienne, j'ignorais presque tout de mon ancien camarade et ami. Un soir, c'était le 20 mars 1888, j'avais visité un malade et je rentrais chez moi, car je m'étais remis à la médecine civile, lorsque mon chemin me fit passer par Baker Street. Devant cette porte dont je n'avais pas perdu le souvenir et qui sera toujours associée dans mon esprit au prélude de mon mariage comme aux sombres circonstances de l'étude en rouge, je fus empoigné par le désir de revoir Holmes et de savoir à quoi il employait ses facultés extraordinaires. Ses fenêtres étaient éclairées. Levant les yeux, je distingue même sa haute silhouette mince qui par 2 fois se profila derrière le rideau. Il arpentait la pièce d'un pas rapide, impatient. Sa tête était inclinée sur sa poitrine, ses mains croisées derrière son dos.
Je connaissais suffisamment son humeur et ses habitudes pour deviner qu'il avait repris son travail. Délivré des rêves de la drogue, il avait dû se lancer avec ardeur sur une nouvelle affaire. Je sonnai, et je fus conduit à l'appartement que j'avais jadis partagé avec lui. Il ne me prodigua pas d'effusion. Les effusions n'étaient pas son fort. Mais il fut content, je crois, de me voir. À peine me dit-il un mot, toutefois son regard bienveillant m'indiqua un fauteuil. Il me tendit un étui à cigare, son doigt me désigna une cave à liqueur et une bouteille d'eau gazeuse dans un coin. Puis il se tint debout devant le feu et me contempla de haut en bas de cette manière pénétrante qui n'appartenait qu'à lui. « Le mariage vous réussit, observa-t-il. « Ma parole, Watson, vous avez pris 7 livres et demi depuis que je vous ai vu. »« 7, répondis-je. « Vraiment, j'aurais cru un peu plus. Juste un tout petit peu plus, j'imagine, Watson. Et vous avez recommencé à faire de la clientèle, à ce que je vois. Vous ne m'aviez pas dit que vous aviez l'intention de reprendre le collier ? » ?»« Alors comment le savez-vous ? » ?»« Je le vois, je le déduis. Comme je sais que récemment vous vous êtes fait tremper et que vous êtes nanti d'une bonne maladroite et peu soigneuse. »« Mon cher Holmes, dis-je, ceci est trop fort. Si vous aviez vécu quelques siècles plus tôt, vous auriez certainement été brûlé vif. Eh bien oui, il est exact que jeudi j'ai marché dans la campagne et que je suis rentré chez moi en piteux état. Mais comme j'ai changé de vêtements, je me demande comment vous avez pu le voir et le déduire. Quant à Marie-Jeanne, elle est incorrigible. Ma femme lui a donné ses 8 jours. Mais là encore, je ne conçois pas comment vous l'avez deviné. » Il rit sous cape et frotta l'une contre l'autre ses longues mains nerveuses. « C'est d'une simplicité enfantine, dit-il. Mes yeux me disent que sur le côté intérieur de votre soulier gauche, juste à l'endroit qu'éclaire la lumière du feu, le cuir est marqué de 6 égratignures presque parallèles. De toute évidence, celles-ci ont été faites par quelqu'un qui a sans précaution gratté autour des bords de la semelle pour en détacher une croûte de boue. D'où voyez-vous ma double déduction que vous êtes sorti par mauvais temps et que, pour nettoyer vos chaussures, vous ne disposez que d'un spécimen très médiocre de la domesticité londonienne. En ce qui concerne la reprise de votre activité professionnelle, si un gentleman qui entre ici, introduit avec lui des relents d'iodoforme, arbore sur son index droit la trace du nitrate d'argent et porte un chapeau haut de forme pourvu d'une bosse indiquant l'endroit où il dissimule son stéthoscope, je serais bien stupide en vérité pour ne pas l'identifier comme un membre actif du corps médical. » Je ne pus m'empêcher de rire devant l'aisance avec laquelle il m'expliquait la marche de ses déductions. « Quand je vous entends me donner vos raisons, lui dis-je, les choses m'apparaissent toujours si ridiculement simples qu'il me semble que je pourrais en faire autant. Et cependant, chaque fois que vous me fournissez un nouvel exemple de votre manière de raisonner, je reste pantois jusqu'à ce que vous m'exposiez votre méthode. Mes yeux ne sont-ils pas aussi bons que les vôtres ? » ?»« Mais si, répondit-il en allumant une cigarette et en se jetant dans un fauteuil. « Seulement vous voyez et vous n'observez pas. La distinction est claire. Tenez, vous avez fréquemment vu les marches qui vous conduisent à cet appartement, n'est-ce pas ? » ?»« Fréquemment. »« Combien de fois ? » ?»« Je ne sais pas, des centaines de fois. »« Bon, combien y en a-t-il ? » ?»« Combien de marches ? Je ne sais pas. » »« Exactement, vous n'avez pas observé. Et cependant, vous avez vu. Toute la question est là. Moi, je sais qu'il y a 17 marches parce que, à la fois, j'ai vu et observé. À propos, puisque vous vous intéressez à ces petits problèmes et que vous avez été assez bon pour relater l'une ou l'autre de mes modestes expériences, peut-être vous intéresserez-vous à ceci. » Il me tendit une feuille de papier à lettres épaisse et rose qui se trouvait ouverte sur la table. « Je l'ai reçue au dernier courrier, » reprit-il. « Lisez à haute voix. » La lettre n'était pas datée et elle ne portait ni signature ni adresse de l'expéditeur. « On vous rendra visite ce soir à 8h moins le quart.
Il s'agit d'un gentleman qui désire vous consulter sur une affaire de la plus haute importance. Les récents services que vous avez rendus à l'une des cours d'Europe ont témoigné que vous êtes un homme à qui on peut se fier en sécurité pour des choses capitales. Les renseignements sur vous nous sont de différentes sources venus. Soyez chez vous à cette heure-là et ne vous formalisez pas si votre visiteur est masqué. » « Voilà qui est mystérieux au possible, » dis-je. « À votre avis, qu'est-ce que ça signifie ?»« Je n'ai encore aucune donnée, et bâtir une théorie avant d'avoir des données est une erreur monumentale. Insensiblement, on se met à torturer les faits pour qu'ils collent avec la théorie, alors que ce sont les théories qui doivent coller avec les faits. Mais de la lettre elle-même, que déduisez-vous » J'examine attentivement l'écriture et le papier. « Son auteur est sans doute assez fortuné, » remarquai-je en m'efforçant d'imiter la méthode de mon camarade. « Un tel papier coûte au moins une demi-couronne le paquet. Il est particulièrement solide et fort. »« Particulièrement. Vous avez dit le mot. Ce n'est pas un papier fabriqué en Angleterre. Regardez-le en transparence. » J'obéis et je vis un grand E avec un petit G, un P et un grand G avec un petit T, en filigrane dans le papier. « Qu'est-ce que vous en pensez ?» demanda Holmes. « Le nom du fabricant, probablement, ou plutôt son monogramme. »« Pas du tout. Le G avec le petit signe Gesellschaft, qui est la traduction allemande de compagnie, c'est l'abréviation courante qui correspond à notre CI. P, bien sûr, veut dire papier. Maintenant, EG, ouvrons notre informateur continental. » Il s'empara d'un lourd volume marron. « Eglau, Eglonitz, nous y sommes. Egria, situé dans une région de langue allemande en Bohême, pas loin de Karlsbad. Célèbre parce que Wallenstein y trouva la mort et pour ses nombreuses verreries et papeteries. « Ah, mon cher, qu'en dites-vous » Ses yeux étincelaient. Il souffla un gros nuage de fumée bleue et triomphale. « Le papier a donc été fabriqué en Bohême, » dis-je. « En effet, et l'auteur de la lettre est un Allemand. Avez-vous remarqué la construction particulière de la phrase ? Les renseignements sur vous nous sont de différentes sources venues. Ni un Français ni un Russe ne l'aurait écrit ainsi. Il n'y a qu'un Allemand pour être aussi discourtois avec ses verbes. Il reste toutefois à découvrir ce que me veut cet Allemand qui m'écrit sur papier de Bohême et préfère porter un masque plutôt que me laisser voir son visage. D'ailleurs, sauf erreur, le voici qui arrive pour lever tous nos doutes. » Tandis qu'il parlait, j'entendis des sabots de chevaux, puis un grincement de roues contre la bordure du trottoir. Enfin, un vif coup de sonnette. Holmes sifflota. D'après le bruit, 2 chevaux. « Oui, » confirma-t-il après avoir jeté un coup d'œil par la fenêtre. « Un joli petit landau conduit par une paire de merveilles qui valent 150 guinées la pièce. Dans cette affaire, Watson, il y a de l'argent à gagner, à défaut d'autre chose. » « Je crois que je ferais mieux de m'en aller, Holmes. »« Pas le moins du monde, docteur. Restez à votre place. Sans mon historiographe, je suis un homme perdu. Et puis l'affaire promet. Ce serait dommage de la manquer. »« Mais votre client... » »« Ne vous tracassez pas. Je puis avoir besoin de vous et lui aussi. Le voici. Asseyez-vous dans ce fauteuil, docteur, et soyez attentif. » Un homme entra. Il ne devait pas mesurer moins de 2 mètres, et il était pourvu d'un torse et de membres herculéens. Il était richement vêtu, d'une opulence qui, en Angleterre, passait presque pour du mauvais goût. De lourdes bandes d'astrakan barraient les manches et les revers de son veston croisé. Le manteau bleu foncé qu'il avait jeté sur ses épaules était doublé d'une soie couleur de feu et retenu au cou par une aigue marine flamboyante. Des demi-bottes qui montaient jusqu'aux mollets et dont le haut était garni d'une épaisse fourrure brune complétaient l'impression d'un faste barbare. Il tenait un chapeau à large bord et la partie supérieure de son visage était recouverte d'un masque noir qui descendait jusqu'aux pommettes. Il avait dû l'ajuster devant la porte, car sa main était encore levée lorsqu'il entra. Le bas du visage révélait un homme énergique, volontaire.
La lèvre épaisse et tombante, ainsi qu'un long menton droit, suggéraient un caractère résolu pouvant aller à l'extrême de l'obstination. « Vous avez lu ma lettre ?» demanda-t-il d'une voix dure, profonde, fortement timbrée d'un accent allemand. « Je vous disais que je viendrais. » Ils nous regardaient l'un après l'autre. Évidemment, ils ne savaient pas auquel s'adresser. « Asseyez-vous, je vous prie, » dit Holmes. « Voici mon ami et confrère, le docteur Watson, qui est parfois aussi complaisant pour m'aider. À qui ai-je l'honneur de parler ? » « Considérez que vous parlez au comte von Kram, gentilhomme de Bohême. Dois-je comprendre que ce gentleman qui est votre ami est homme d'honneur et de discrétion, que je puis lui confier des choses de la plus haute importance ? Sinon je préférerais m'entretenir avec vous seul. » Je me levai pour partir, mais Holmes me saisit par le poignet et me repoussa dans le fauteuil. « Ce sera tous les deux ou personne, » déclara-t-il. « Devant ce gentleman, vous pouvez dire tout ce que vous me diriez à moi seul. » Le comte haussa ses larges épaules. « Alors je commence, » dit-il, « par vous demander le secret le plus absolu pendant 2 années. Passé ce délai, l'affaire n'aura plus d'importance. Pour l'instant, je n'exagère pas en affirmant qu'elle risque d'influer sur le cours de l'histoire européenne. »« Vous avez ma parole, » dit Holmes. « Et la mienne. »« Pardonnez-moi ce masque, » poursuivit notre étrange visiteur. « L'auguste personne qui m'emploie désire que son collaborateur vous demeure inconnu, et je vous avouerai que tout de suite que le titre sous lequel je me suis présenté n'est pas exactement le mien. »« Je m'en doutais, » fit sèchement Holmes. « Les circonstances sont extrêmement délicates. Il ne faut reculer devant aucune précaution pour étouffer tout germe de ce qui pourrait devenir un immense scandale et compromettre gravement l'une des familles régnantes de l'Europe. Pour parler clair, l'affaire concerne la grande maison d'Ormstein, d'où sont issus les rois héréditaires de Bohême. »« Je le savais aussi, » murmura Holmes en s'installant dans un fauteuil et en fermant les yeux. Notre visiteur contempla avec un visible étonnement la silhouette dégingandée, nonchalante, de l'homme qui lui avait été sans nul doute dépeint comme le logicien le plus incisif et le policier le plus dynamique de l'Europe. Holmes ouvrit les yeux avec lenteur pour dévisager non sans impatience son client. « Si votre majesté daignait condescendre à exposer le cas où elle se trouve, observa-t-il, je serais plus à même de la conseiller. » L'homme bondit hors de son fauteuil pour marcher de long en large sous l'effet d'une agitation qu'il était incapable de contrôler. Puis, avec un geste désespéré, il arracha le masque qu'il portait et le jeta à terre. « Vous avez raison, » s'écria-t-il. « Je suis le roi. Pourquoi m'efforcerais-je de vous le cacher ?»« Pourquoi, en effet ?» dit Holmes presque à voix basse. « Votre Majesté n'avait pas encore prononcé une parole que je savais que j'avais en face de moi Wilhelm Gottsreich Sigismund von Ormstein, grand-duc de Cassel-Falstein et roi héréditaire de Bohême. »« Mais vous pouvez comprendre, » reprit notre visiteur étranger qui s'était rassis tout en passant sa main sur son front haut et blanc, « vous pouvez comprendre que je ne suis pas habitué à régler ce genre d'affaires moi-même. » Et pourtant il s'agit d'une chose si délicate que je ne pouvais la confier à un collaborateur quelconque sans tomber sous sa coupe. Je suis venu incognito de Prague dans le but de vous consulter. »« Alors je vous en prie, consultez, » dit Holmes en refermant les yeux. « En bref, voici les faits. Il y a environ 5 années, au cours d'une longue visite à Varsovie, j'ai fait la connaissance d'une aventurière célèbre, Irène Adler. Son nom vous dit sûrement quelque chose. « S'il vous plaît, docteur, voudriez-vous regarder sa fiche ?» murmura Holmes sans ouvrir les yeux. Depuis plusieurs années, il avait adopté une méthode de classement pour collationner toutes les informations concernant les gens et les choses, si bien qu'il était difficile de parler devant lui d'une personne ou d'un fait sans qu'il ne pût fournir aussitôt un renseignement. Dans ce cas précis,
Je trouvai la biographie d'Irène Adler intercalée entre celle d'un rabbin juif et celle d'un chef d'état-major qui avait écrit une monographie sur les poissons des grandes profondeurs sous-marines. « Voyons, dit Holmes. Né dans le New Jersey en 1858. Contralto. La Scala. Prima donna à l'Opéra impérial de Varsovie. Oui, abandonne la scène. Ah, habite à Londres. Tout à fait cela. À ce que je vois, votre Majesté s'est laissé prendre au filet de cette jeune personne, lui a écrit quelques lettres compromettantes et serait aujourd'hui désireuse qu'elles lui fussent restituées. Exactement. Mais comment? Y a-t-il eu un mariage secret? Non. Pas de papier ni de certificats légaux? Aucun. Dans ce cas, je ne comprends plus votre Majesté. Si cette jeune personne essayait de se servir de vos lettres pour vous faire chanter ou pour tout autre but, comment pourrait-elle prouver qu'elles sont authentiques? Mon écriture. Peu défaut. Mon papier à lettres personnel. Un vol. Mon propre sceau. Elle l'aura imité. Ma photographie. Elle l'a achetée. Mais nous avons été photographiés ensemble. Oh là là, voilà qui est très mauvais. Votre Majesté a manqué de discernement. Elle m'avait rendu fou, j'avais perdu la tête. Vous vous êtes sérieusement compromis. À l'époque, je n'étais que prince héritier. J'étais jeune. Aujourd'hui, je n'ai que 30 ans. Il faut récupérer la photographie. Nous avons essayé. Nous n'avons pas réussi. Votre Majesté paiera. Il faut la racheter. Elle ne la vendra pas. La dérober alors. 5 tentatives ont été effectuées. 2 fois des cambrioleurs à ma solde ont fouillé sa maison de fond en comble. Une fois, nous avons tendu une véritable embuscade. Aucun résultat. Pas de trace de la photographie? Pas la moindre. Holmes s'éclata de rire. « Voilà un très joli petit problème, dit-il. »« Mais qui est très grave pour moi, » répliqua le roi sur un ton de reproche. « Très grave, c'est vrai. Et que se propose-t-elle de faire avec cette photographie? »« Ruiner ma vie. »« Mais comment? »« Je suis sur le point de me marier. »« Je l'ai entendu dire. »« Avec Clotilde Lotham de Saxe-Meiningen, la seconde fille du roi de Scandinavie. Vous connaissez peut-être la rigidité des principes de cette famille. La princesse elle-même est la délicatesse personnifiée. Si l'ombre d'un doute plane sur ma conduite, tout sera rompu. Et Irène Adler menace de leur faire parvenir la photographie. Elle le fera. Je suis sûr qu'elle le fera. Je ne la connaissais pas, elle a une âme d'acier. Elle combine le visage le plus ravissant des femmes avec le caractère le plus déterminé des hommes. Plutôt que de me voir marié avec une autre, elle irait aux pires extrémités, au pire. Êtes-vous certain qu'elle ne l'a pas encore envoyé? Certain. Pourquoi? Parce qu'elle a déclaré qu'elle l'enverrait le jour où les fiançailles seront publiées. Or, elles seront rendues publiques lundi prochain. Oh, mais nous avons encore 3 jours devant nous, laissa tomber Holmes en étouffant un bâillement. Heureusement, car j'ai pour l'heure 1 ou 2 affaires importantes à régler. Votre Majesté ne quitte pas Londres. Non, vous me trouverez au Langham sous le nom de comte von Kram. Alors je vous enverrai un mot pour vous tenir au courant de la marche de l'affaire. Je vous en prie, je suis terriblement inquiet. Et quant à l'argent? Je vous laisse carte blanche. Absolument. Je donnerai l'une des provinces de mon royaume en échange de cette photographie. Et pour les frais immédiats? Le roi chercha sous son manteau une lourde bourse en peau de chamois et la déposa sur la table. Elle contient 300 livres sterling en or, 700 en billets, dit-il. Holmes rédigea un reçu sur une feuille de son carnet et le lui tendit. « Et l'adresse de la demoiselle ?» demanda-t-il. « Briony Lodge, Serpentine Avenue, St. John's Wood,
Holmes le nota avant d'interroger. « Une autre question. La photographie est un format album ?»« Oui. »« Bien. Bonne nuit, Majesté, j'ai confiance. Nous aurons bientôt d'excellentes nouvelles à vous communiquer. »« Et à vous aussi, Watson, bonne nuit, » ajouta-t-il lorsque les roues du landau royal s'ébranlèrent pour descendre la rue. « Si vous avez la gentillesse de passer ici demain après-midi à 3 heures, je serai heureux de bavarder un peu avec vous. » Deuxième partie. À 3 heures précises, j'étais à Baker Street, mais Holmes n'était pas encore de retour. La logeuse m'indiqua qu'il était sorti un peu après 8 heures du matin. Je m'assis au coin du feu avec l'intention de l'attendre aussi longtemps qu'il le faudrait. Déjà, cette histoire me passionnait. Elle ne se présentait pas sous l'aspect lugubre des 2 crimes que j'ai déjà relatés. Toutefois, sa nature même, ainsi que la situation élevée de son héros, lui conférait un intérêt spécial. Par ailleurs, la manière qu'avait mon ami de maîtriser une situation et le spectacle de sa logique incisive et aiguë me procuraient un vif plaisir. J'aimais étudier son système de travail et suivre de près les méthodes, subtiles autant que hardies, grâce auxquelles il désembrouillait les écheveaux les plus inextricables. J'étais si accoutumé à ses succès que l'hypothèse d'un échec ne m'effleurait même pas. Il était près de 4 heures quand la porte s'ouvrit pour laisser pénétrer une sorte de valet d'écurie qui semblait pris de boisson. Rougeau, hirsute, il étalait de gros favoris et ses vêtements étaient minables. L'étonnant talent de mon ami pour se déguiser m'était connu, mais je dus le regarder à 3 reprises avant d'être sûr que c'était bien lui. Il m'adressa un signe de tête et disparut dans sa chambre, d'où il ressortit 5 minutes plus tard, habillé comme à son ordinaire, d'un respectable costume de tweed. Il plongea les mains dans ses poches, allongea les jambes devant le feu et partit d'un joyeux rire qui dura plusieurs minutes. « Eh bien, ça alors !» s'écria-t-il. Il suffoquait. Il se reprit à rire, et il rit de si bon cœur qu'il dut s'étendre à court de souffle sur son canapé. Que se passe-t-il ? C'est trop drôle. Je parie que vous ne devinerez jamais comment j'ai employé ma matinée, ni ce que j'ai fini par faire. Je ne sais pas. Je suppose que vous avez surveillé les habitudes et peut-être la maison de mademoiselle Irène Adler. C'est vrai, mais la suite n'a pas été banale. Je vais tout vous raconter. Ce matin, j'ai quitté la maison un peu après 8 heures, déguisé en valet d'écurie cherchant de l'embauche, car entre les hommes de chevaux il existe une merveilleuse sympathie, presque une franc-maçonnerie. Et si vous êtes l'un des leurs, vous saurez en un tournement tout ce que vous désirez savoir. J'ai trouvé de bonne heure Briony Lodge. Cette villa est un bijou. Située juste sur la route avec un jardin derrière, 2 étages, une énorme serrure à la porte, un grand salon à droite, bien meublé, pourvu de ces absurdes fermetures anglaises qu'un enfant pourrait ouvrir. Derrière, rien de remarquable, sinon une fenêtre du couloir qui peut être atteinte du toit de la remise. J'ai fait le tour de la maison, je l'ai examinée sous tous les angles sans pouvoir noter autre chose d'intéressant. J'ai ensuite descendu la rue en flânant, et j'ai découvert, comme je m'y attendais, une écurie dans un chemin qui longe l'un des murs du jardin. J'ai donné un coup de main au valet qui bouchonnait les chevaux. En échange, j'ai reçu une pièce de monnaie, un verre de whisky, un peu de gros tabac pour bourrer 2 pipes, et tous les renseignements dont j'avais besoin sur mademoiselle Adler, sans compter ceux que j'ai obtenus sur une demi-douzaine de gens du voisinage, et dont je me moque éperdument. Mais il fallait bien que j'écoute aussi leur biographie, n'est-ce pas ?
« Quoi, au sujet d'Irène Adler ?» demandai-je. « Oh, elle a fait tourner toutes les têtes des hommes de là-bas. C'est là la plus exquise des créatures de cette terre. Elle vit paisiblement, chante à des concerts, sort en voiture chaque jour à 5 heures, pour rentrer dîner à 7 heures précises. Rarement à d'autres heures, sauf lorsqu'elle chante. Ne reçoit qu'un visiteur masculin, mais le reçoit souvent. Un beau brun, bien fait, élégant. Il ne vient jamais moins d'une fois par jour, et plutôt 2. C'est un monsieur Godfrey Norton, membre du barreau. Voyez l'avantage qu'il y a d'avoir des cochers dans sa confidence. Tout cela le connaissent pour l'avoir ramené chacun une demi-douzaine de fois de Serpentine Avenue. Quand ils eurent vidé leur sac, je fis les 100 pas du côté de la villa, tout en élaborant mon plan de campagne. Ce Godfrey Norton était assurément un personnage d'importance dans notre affaire, un homme de loi. Cela s'annonçait mal. Quelle était la nature de ses relations avec Irène Adler, et pourquoi la visitait-il si souvent? Était-elle sa cliente, son amie ou sa maîtresse? En tant que cliente, elle lui avait sans doute confié la photographie pour qu'il la garde. En tant que maîtresse, c'était moins vraisemblable. De la réponse à cette question dépendait mon plan. Continuerais-je à travailler à Briony Lodge, ou m'occuperais-je plutôt de l'appartement que ce monsieur possédait dans le quartier des avocats? Je crains de vous ennuyer avec ces détails, mais il faut bien que je vous expose toutes mes petites difficultés, si vous voulez vous faire une idée exacte de la situation. Je vous écoute attentivement. J'étais en train de peser le pour et le contre dans ma tête quand un fiacre s'arrêta devant Briony Lodge. Un gentleman en sortit. C'était un très bel homme, brun, avec un nez droit, des moustaches. De toute évidence, l'homme dont on m'avait parlé. Il semblait très pressé, cria au cocher de l'attendre et s'engouffra à l'intérieur dès que la bonne lui eut ouvert la porte. Visiblement, il agissait comme chez lui. Il y avait une demi-heure qu'il était arrivé, et j'avais pu l'apercevoir par les fenêtres du salon, marchant dans la pièce à grandes enjambées. Il parlait avec animation et il agitait ses bras. Elle, je ne l'avais pas vue. Soudain, il ressortit. Il paraissait encore plus nerveux qu'à son arrivée. En montant dans son fiacre, il tira une montre en or de son gousset. « Filez comme le vent !» cria-t-il. « D'abord chez Gross & Hankey à Regent Street, puis à l'église Sainte-Monique dans Edward Road. Une demi-guinée de pourboire si vous faites la course en 20 minutes. » Les voilà partis. Je me demande ce que je dois faire, si je ne ferais pas mieux de les suivre, quand débouche du chemin un coquet petit landau. Le cocher a son vêtement à demi boutonné, sa cravate sous l'oreille, les attaches du harnais sortent des boucles, le landau n'est même pas arrêté qu'elle jaillit du vestibule pour sauter dedans. Je n'ai vu que le temps d'un éclair, mais je peux vous affirmer que c'est une fort jolie femme, et qu'un homme serait capable de se faire tuer pour ce visage-là. « À l'église Saint-Monique, John !» cria-t-elle. « Et un demi-souverain si vous arrivez en 20 minutes. » C'est trop pour que je rate l'occasion. J'hésite. Vais-je courir pour rattraper le landau et monter dedans, ou me cacher derrière? Au même moment, voici un fiacre. Le cocher regarda 2 fois le client déguenillé qui lui fait signe, mais je ne lui laisse pas le temps de réfléchir, je saute. « À l'église Sainte-Monique, lui dis-je, et un demi-souverain pour vous si vous y êtes en moins de 20 minutes. » Il était 12:25. Naturellement, ce qui se manigançait était clair comme le jour. Mon cocher fonça. Je ne crois pas que j'aie jamais été conduit aussi vite, mais les autres avaient pris de l'avance. Quand j'arrive, le fiacre et le landau sont arrêtés devant la porte. Leurs chevaux fument. Moi, je paie mon homme et me précipite dans l'église. Pas une âme à l'intérieur, sauf mes 2 poursuivis et un prêtre en surplis qui semble discuter ferme. Tous 3 se tiennent debout devant l'autel. Je prends par un bas-côté et je flâne comme un oisif qui visite une église. Tout à coup, à ma grande surprise, mes 3 personnages se tournent vers moi et Godfrey Norton court à ma rencontre. « Dieu merci !» s'écrie-t-il. « Vous ferez l'affaire. Venez, venez. »« Pourquoi faire ? » ?»« Venez, mon vieux, il ne nous reste plus que 3 minutes pour que ce soit légal. » Me voilà à moitié entraîné vers l'hôtel et avant que je sache où j'en suis, je m'entends bredouiller des réponses qui me sont chuchotées à l'oreille.
En fait, j'apporte ma garantie au sujet de choses dont je suis très ignorant et je sers de témoin pour un mariage entre Irène Adler, demoiselle, et Godfrey Norton, célibataire. La cérémonie se déroule en quelques instants, après quoi je m'en fais congratuler d'un côté par le conjoint, de l'autre par la conjointe, tandis que le prêtre en face rayonne en me regardant. Je crois que c'est la situation la plus absurde dans laquelle je me sois jamais trouvé. Lorsque je me la suis rappelée tout à l'heure, je n'ai pu m'empêcher de rire à gorge déployée. Et sans doute y avait-il un quelconque vice de forme dans la licence de mariage. Le prêtre devait absolument refuser de consacrer l'union sans un témoin, et mon apparition a probablement épargné aux fiancés de courir les rues en quête d'un homme valable. La fiancée m'a fait cadeau d'un souverain, que j'entends porter à ma chaîne de montre en souvenir de cet heureux événement. L'affaire a pris une tournure tout à fait imprévue, dis-je. Mais ensuite... Eh bien, j'ai trouvé mes plans plutôt compromis. Tout donnait l'impression que le couple allait s'envoler immédiatement. Des mesures aussi énergiques que promptes s'imposaient donc. Cependant, à la porte de l'église, ils partirent chacun de leur côté, lui vers son quartier, elle pour sa villa. « Je sortirai à 5 heures comme d'habitude pour aller dans le parc, » lui dit-elle en le quittant. Je n'entendis rien de plus, ils se séparèrent et moi, je m'en vais prendre des dispositions personnelles. « Lesquelles ?» ?»« D'abord, quelques tranches de bœuf froid et un verre de bière, » répondit-il en sonnant. J'étais trop occupé pour songer à me nourrir et ce soir, je serai encore plus occupé, selon toute vraisemblance. À propos, docteur, j'aurais besoin de vos services. Vous m'en voyez réjoui. Cela ne vous gênerait pas de violer la loi? Pas le moins du monde. Ni de risquer d'être arrêté? Non, si la cause est bonne. Oh, la cause est excellente. Alors je suis votre homme. J'étais sûr que je pourrais compter sur vous. Mais qu'est-ce que vous voulez au juste? Quand Madame Turner aura apporté le plateau, je vous expliquerai. Maintenant, ajouta-t-il en se jetant sur la simple collation que sa propriétaire lui avait fait monter, je vais être obligé de parler la bouche pleine, car je ne dispose pas de beaucoup de temps. Il est près de 5 heures. Dans 2 heures, nous devons nous trouver sur les lieux de l'action. Mademoiselle Irène, ou plutôt Madame, revient de sa promenade à 7 heures. Il faut que nous soyons à Briony Lodge pour la rencontrer. Et après quoi? Laissez le reste à mon initiative. J'ai déjà préparé ce qui doit arriver. Le seul point sur lequel je dois insister, c'est que vous n'interviendrez à aucun moment, quoi qu'il se passe. Je resterai neutre. Vous ne ferez rien, absolument rien. Il y aura probablement pour moi quelques désagréments légers à encourir. Ne vous en mêlez point. Tout se terminera par mon transport dans la villa. 4 ou 5 minutes plus tard, la fenêtre du salon sera ouverte. Vous devrez vous tenir tout près de cette fenêtre ouverte. Oui. Vous devrez me surveiller car je serai visible. Oui. Et quand je lèverai ma main, comme ceci, vous lancerez dans la pièce ce que je vous remettrai pour le lancer, et en même temps, vous crierez au feu. Vous suivez bien? Très bien. Il n'y a rien là de formidable, dit-il en prenant dans sa poche un long rouleau en forme de cigare. C'est une banale fumée fumigène. À chaque extrémité, elle est garnie d'une capsule automatiquement inflammable. Votre mission se réduit à ce que je vous ai dit. Quand vous crierez au feu, des tas de gens crieront à leur tour au feu. Vous pourrez alors vous promener jusqu'au bout de la rue, où je vous rejoindrai 10 minutes plus tard. J'espère que je me suis fait bien comprendre. J'ai à ne pas intervenir, à m'approcher de la fenêtre, à guetter votre signal, à lancer à l'intérieur cet objet, puis à crier au feu et à vous attendre au coin de la rue. Exactement. Vous pouvez donc vous reposer sur moi. Parfait. Il est presque temps que je me prépare pour le nouveau rôle que je vais jouer. Il disparut dans sa chambre et réapparut au bout de quelques minutes sous l'aspect d'un clergyman non-conformiste, aussi aimable que simplet. Son grand chapeau noir, son ample pantalon, sa cravate blanche, son sourire sympathique et tout son air de curiosité bienveillante étaient dignes d'un des plus grands comédiens.
Holmes n'avait pas seulement changé de costume, son expression, son allure, son âme même semblaient se modifier à chaque nouveau personnage. Le théâtre a perdu un merveilleux acteur, de même que la science a perdu un logicien de premier ordre, quand il s'est spécialisé dans les affaires criminelles. Nous quittâmes Baker Street à 6h15 pour nous trouver à 7h moins 10 dans Serpentine Avenue. La nuit tombait déjà. Les lampes venaient d'être allumées quand nous passâmes devant Briony Lodge. La maison ressemblait tout à fait à celle que m'avait décrite Holmes, mais les alentours n'étaient pas aussi déserts que je me l'étais imaginé. Ils étaient pleins, au contraire, d'une animation qu'on n'aurait pas espérée dans la petite rue d'un quartier tranquille. À un angle, il y avait un groupe de pauvres hères qui fumaient et riaient. Non loin, un rémouleur avec sa roue, puis 2 gardes en flirt avec une nourrice. Enfin, plusieurs jeunes gens bien vêtus, cigares aux lèvres, flânaient sur la route. « Voyez » observa Holmes, tandis que nous faisions les 100 pas le long de la façade de la villa. « Ce mariage simplifie plutôt les choses. La photographie devient maintenant une arme à double tranchant. Il y a de fortes chances pour qu'elle ne tienne pas plus à ce que M. Godfrey Norton la voie que notre client ne tient à ce qu'elle tombe sous les yeux de sa princesse. Mais où la découvrirons-nous » ? « Oui, où ?» Il est probable qu'elle ne la transporte pas avec elle, puisqu'il s'agit d'une photographie format album trop grande par conséquent pour qu'une dame la dissimule aisément dans ses vêtements. Elle sait que le roi est capable de lui tendre une embuscade et de la faire fouiller, puisqu'il l'a déjà osé. Nous pouvons donc tenir pour certain qu'elle ne la porte pas sur elle. Où alors ? Elle a pu la mettre en sécurité chez son banquier ou chez son homme de loi. Cette double possibilité existe, mais je ne crois ni à l'une ni à l'autre. Les femmes sont naturellement cachottières et elles aiment pratiquer elles-mêmes leur manie. Pourquoi l'aurait-elle remise à quelqu'un ? Autant elle peut se fier à bon droit à sa propre vigilance, autant elle a des motifs de se méfier des influences politiques ou autres qui risqueraient de s'exercer sur un homme d'affaires. Par ailleurs, rappelez-vous qu'elle a décidé de s'en servir sous peu. La photographie doit donc se trouver à portée de sa main chez elle. Mais elle a été cambriolée 2 fois. Bah, les cambrioleurs sont passés à côté. Mais comment chercherez-vous ? Je ne chercherai pas. Alors ? Je me débrouillerai pour qu'elle me la montre. Elle refusera. Elle ne pourra pas faire autrement. Mais j'entends le roulement de la voiture. C'est son landau. À présent, suivez mes instructions à la lettre. Tandis qu'il parlait, les lanternes latérales de la voiture amorcèrent le virage dans l'avenue. C'était un très joli petit landau. Il roula jusqu'à la porte de Briony Lodge. Au moment où il s'arrêtait, l'un des flâneurs du coin se précipita pour ouvrir la portière dans l'espoir de recevoir une pièce de monnaie. Mais il fut écarté d'un coup de coude par un autre qui avait couru dans la même intention. Une violente dispute s'engagea alors. Les 2 gardes prirent parti pour l'un des vagabonds et le rémouleur soutint l'autre de la voix et du geste. Des coups furent échangés et en un instant la dame qui avait sauté à bas de la voiture se trouva au centre d'une mêlée confuse d'hommes qui se battaient à grands coups de poing et de gourdin. Holmes, pour protéger la dame, se jeta parmi les combattants, mais juste comme il parvenait à sa hauteur, il poussa un cri et s'écroula sur le sol, le visage en sang. Lorsqu'il tomba, les gardes s'enfuirent dans une direction et les vagabonds dans la direction opposée. Les gens mieux vêtus qui avaient assisté à la bagarre sans s'y mêler se décidèrent alors à porter secours à la dame ainsi qu'aux blessés. Irène Adler, comme je l'appelle encore, avait bondi sur les marches, mais elle demeura sur le perron pour regarder. Son merveilleux visage dégageait beaucoup de douceur sous l'éclairage de l'entrée. « Est-ce que ce pauvre homme est gravement blessé ?» s'enquit-elle. « Il est mort !» crièrent plusieurs voix. « Non, non, il vit encore !» hurla quelqu'un. « Mais il mourra sûrement avant d'arriver à l'hôpital. »« Voilà un type courageux !» dit une femme. « Ils auraient pris à la dame sa bourse et sa montre s'ils n'étaient pas intervenus. C'était une bande, oui, et une rude bande. Ah, il revient à lui maintenant. »« On ne peut pas le laisser dans la rue. Peut-on le transporter chez vous, madame ?»« Naturellement. Portez-le dans le salon, il y a un lit de repos confortable. Par ici, s'il vous plaît. » Lentement, avec une grande solennité, il fut transporté à l'intérieur de Briony Lodge et déposé dans la pièce principale.
De mon poste près de la fenêtre, j'observais les allées et venues. Les lampes avaient été allumées, mais les stores n'avaient pas été tirés, si bien que je pouvais apercevoir Holmes étendu sur le lit. J'ignore s'il était à cet instant lui aussi bourrelé de remords, mais moi je sais bien que, pour ma part, je ne m'étais jamais senti aussi honteux que quand je vis quelle splendide créature était la femme contre laquelle nous conspirions, et quand j'assistais aux soins pleins de grâce et de bonté qu'elle prodiguait aux blessés. Pourtant, ça aurait été une trahison, et la plus noire, à l'égard de Holmes, si je m'étais départi du rôle qu'il m'avait assigné. J'endurcis donc mon cœur et empoignai ma fusée fumigène. Après tout, me dis-je, nous ne lui faisons aucun mal, et nous sommes en train de l'empêcher de nuire à autrui. Holmes s'était mis sur son séant, et je le vis s'agiter comme un homme qui manque d'air. Une bonne courut ouvrir la fenêtre. Au même moment, il leva la main, c'était le signal. Je jetai ma fusée dans la pièce et criai « Au feu !» Le mot avait à peine jailli de ma gorge que toute la foule des badauds qui stationnaient devant la maison reprit mon cri en chœur. « Au feu !» Les nuages d'une fumée épaisse moutonnaient dans le salon avant de s'échapper par la fenêtre ouverte. J'aperçus des silhouettes qui couraient dans tous les sens. Puis j'entendis la voix de Holmes affirmer que c'était une fausse alerte. Alors je me glissai parmi la foule et je marchai jusqu'au coin de la rue. Au bout d'une quinzaine de minutes, j'eus la joie de sentir le bras de mon ami sous le mien et de quitter ce mauvais théâtre. Il marchait rapidement et en silence. Ce fut seulement lorsque nous empruntâmes l'une des paisibles petites rues qui descendent vers l'Edward Road qu'il se décida à parler. « Vous avez très bien travaillé, docteur, » me dit-il. « Rien n'aurait mieux marché. » « Vous avez la photographie ?»« Je sais où elle est. »« Et comment l'avez-vous appris ?»« Elle me l'a montrée, comme je vous l'avais annoncé. »« Je n'y comprends goutte, Holmes. »« Je n'ai pas l'intention de jouer avec vous au mystérieux, » répondit-il en riant. « L'affaire est tout à fait simple. Vous, bien sûr, vous avez deviné que tous les gens de la rue étaient mes complices. Je les avais loués pour la soirée. »« Je l'avais deviné, à peu près. » Quand se déclencha la bagarre, j'avais de la peinture rouge humide dans la paume de ma main. Je me suis précipité, je suis tombé, j'ai appliqué ma main contre mon visage et je suis devenu le piteux spectacle que vous avez eu sous les yeux. C'est une vieille farce. Ça aussi, je l'avais soupçonné. Ils m'ont donc transporté chez elle. Comment aurait-elle pu refuser de me laisser entrer? Que pouvait-elle objecter? J'ai été conduit dans son salon qui était la pièce, selon moi, suspecte. C'était ou le salon ou sa chambre, et j'étais résolu à m'en assurer. Alors j'ai été couché sur un lit, j'ai réclamé un peu d'air, on a dû ouvrir la fenêtre et vous avez eu votre chance. Comment cela vous a-t-il aidé? C'était très important. Quand une femme croit que le feu est à sa maison, son instinct lui commande de courir vers l'objet auquel elle attache la plus grande valeur pour le sauver des flammes. Il s'agit là d'une impulsion tout à fait incontrôlable, et je m'en suis servi plus d'une fois. Tenez, dans l'affaire du château d'Arnsworth, et aussi dans le scandale de la substitution de Darlington. Une mère se précipite vers son enfant, une demoiselle vers son coffret à bijoux. Quant à Notre-Dame d'aujourd'hui, j'étais bien certain qu'elle ne possédait chez elle rien de plus précieux que ce dont nous étions en quête. L'alerte fut admirablement donnée. La fumée et les cris auraient brisé des nerfs d'acier. Elle a magnifiquement réagi. La photographie se trouve dans un renfoncement du mur derrière un panneau à glissière juste au-dessus de la sonnette. Elle y fut en un instant, et je pus apercevoir l'objet au moment où elle l'avait à demi sorti. Quand je criais que c'était une fausse alerte, elle le replaça. Ses yeux tombèrent sur la fusée, elle courut au dehors, et je ne la revis plus. Je me mis debout, et après forces excuses, sortis de la maison. J'ai bien songé à m'emparer tout de suite de la photographie, mais le cocher est entré. Il me surveillait de près. Je crus plus sage de ne pas me risquer. Un peu trop de précipitation aurait tout compromis. « Et maintenant ?» demandai-je. « Pratiquement, notre enquête est terminée. J'irai demain lui rendre visite avec le roi et vous-même, si vous daignez nous accompagner. On nous conduira dans le salon pour attendre la maîtresse de maison, mais il est probable que quand elle viendra, elle ne trouvera plus ni nous ni la photographie. Sa Majesté sera sans doute satisfaite de la récupérer de ses propres mains. » « Et quand lui rendrons-nous visite ?»
À 8 heures du matin. Elle ne sera pas encore levée ni apprêtée, si bien que nous aurons le champ libre. Par ailleurs, il nous faut être rapide, car ce mariage peut modifier radicalement ses habitudes et son genre de vie. Je vais télégraphier au roi. » Nous étions dans Baker Street, arrêtés devant la porte. Holmes cherchait sa clé dans ses poches lorsqu'un passant lui lança « Bonne nuit, monsieur Sherlock Holmes. » Il y avait plusieurs personnes sur le trottoir. Ce salut semble venir néanmoins d'un jeune homme svelte qui avait passé très vite. « Je connais cette voix, » dit Holmes en regardant la rue faiblement éclairée. « Mais je me demande à qui diable elle appartient. » Troisième partie. Je dormis à Baker Street cette nuit-là. Nous étions en train de prendre notre café et nos toasts quand le roi de Bohême pénétra dans le bureau. « C'est vrai, vous l'avez eu !» cria-t-il en empoignant Holmes par les deux épaules et en le dévisageant intensément. « Pas encore, mais vous avez bon espoir. »« J'ai espoir. »« Alors allons-y, je ne tiens plus en place. »« Il nous faut un fiacre. »« Non, mon landau attend pas. » Cela simplifie les choses. Nous descendîmes et une fois de plus, nous reprîmes la route de Briony Lodge. « Irène Adler est mariée, » annonça Holmes. « Mariée ? Depuis quand ? » ?»« Depuis hier. »« Mais à qui ? » ?»« À un homme de loi qui s'appelle Norton. »« Elle ne l'aime pas, j'en suis sûr. »« J'espère qu'elle l'aime. »« Pourquoi l'espérez-vous ? » Parce que cela éviterait à votre majesté de redouter tout ennui pour l'avenir. Et si cette dame aime son mari, c'est qu'elle n'aime pas votre majesté. Et si elle n'aime pas votre majesté, il n'y a aucune raison pour qu'elle se mette en travers des plans de votre majesté. Vous avez raison. Et cependant, je regrette qu'elle n'ait pas été de mon rang. Quelle reine elle aurait fait !» Il tomba dans une rêverie maussade qui dura jusqu'à Serpentine Avenue. La porte de Briony Lodge était ouverte, et une femme âgée se tenait sur les marches. Elle nous regarda descendre du landau avec un œil sardonique. « Monsieur Sherlock Holmes, je présume ?» interrogea-t-elle. « Je suis effectivement monsieur Holmes, » répondit mon camarade en la considérant avec un étonnement qui n'était pas joué. « Ma maîtresse m'a dit que vous viendriez probablement ce matin. Elle est partie avec son mari au train de 5h15 à Charing Cross pour le continent. »« Quoi ?» s'écria Sherlock Holmes en reculant. « Voulez-vous dire qu'elle a quitté l'Angleterre ?» Son visage était décomposé, blanc de déception et de surprise. « Elle ne reviendra jamais. »« Et les papiers ?» gronda le roi. « Tout est perdu. »« Nous allons voir. » Il bouscula la servante et se rua dans le salon. Le roi et moi, nous nous précipitâmes à sa suite. Les meubles étaient dispersés à droite et à gauche, les étagères vides, les tiroirs ouverts. Il était visible que la dame avait fait ses malles en toute hâte avant de s'enfuir. Holmes courut vers la sonnette, fit glisser un petit panneau, plongea sa main dans le creux mis à découvert, retira une photographie et une lettre. La photographie était celle d'Irène Adler elle-même en robe du soir. La lettre portait la suscription suivante. « À Sherlock Holmes qui passera prendre. » Mon ami déchira l'enveloppe. Tous les trois, nous nous penchâmes sur la lettre. Elle était datée de la veille à minuit, et elle était rédigée en ces termes. « Mon cher monsieur Sherlock Holmes, vous avez réellement bien joué. Vous m'avez complètement surprise. Je n'avais rien soupçonné, même après l'alerte au feu. Ce n'est qu'ensuite, lorsque j'ai réfléchi que je m'étais trahi moi-même, que j'ai commencé à m'inquiéter. J'étais prévenu contre lui depuis plusieurs mois. On m'avait informé que si le roi utilisait un policier, ce serait certainement à vous qu'il ferait appel, et on m'avait donné votre adresse. Pourtant, avec votre astuce,
Vous m'avez amené à vous révéler ce que vous désiriez savoir. Lorsque des soupçons me sont venus, j'ai été prise de remords. Penser du mal d'un clergyman aussi âgé, aussi respectable, aussi galant. Mais, vous le savez, j'ai été entraîné moi aussi à jouer la comédie, et le costume masculin m'est familier. J'ai même souvent profité de la liberté d'allure qu'il autorise. Aussi ai-je demandé à John le cocher de vous surveiller, et moi je suis monté dans ma garde-robe, j'ai enfilé mon vêtement de sortie, comme je l'appelle, et je suis descendu au moment précis où vous glissiez dehors. Eh bien, je vous ai suivi jusqu'à votre porte, et j'ai ainsi acquis la certitude que ma personne intéressait vivement le célèbre monsieur Sherlock Holmes. Alors, avec quelque imprudence, je vous ai souhaité une bonne nuit, et j'ai couru conférer avec mon mari. Nous sommes tombés d'accord sur ceci, la fuite étant notre seule ressource pour nous défaire d'un adversaire aussi formidable, et c'est pourquoi vous trouverez le nid vide lorsque vous viendrez demain. Quant à la photographie, que votre client cesse de s'en inquiéter. J'aime et je suis aimé. J'ai rencontré un homme meilleur que lui. Le roi pourra agir comme bon lui semblera sans avoir rien à redouter d'une femme qu'il a cruellement offensée. Je ne la garde par-devers moi que pour ma sauvegarde personnelle, pour conserver une arme qui me protégera toujours contre les ennuis qu'il pourrait chercher à me causer dans l'avenir. Je laisse ici une photographie qu'il lui plaira peut-être d'emporter. Et je demeure, cher monsieur Sherlock Holmes, très sincèrement vôtre. Irène Norton, née Adler. « Quelle femme! Oh, quelle femme !» s'écria le roi de Bohême quand nous eûmes achevé la lecture de cette épître. « Ne vous avais-je pas dit qu'elle était aussi prompte que résolue? N'aurait-elle pas été une reine admirable? Quel malheur qu'elle ne soit pas de mon rang !» D'après ce que j'ai vu de la dame, elle ne semble pas en vérité du même niveau que votre majesté, répondit froidement Holmes. Je regrette de n'avoir pas été capable de mener cette affaire à une meilleure conclusion. Au contraire, cher monsieur, cria le roi. Ce dénouement m'enchante. Je sais qu'elle tient toujours ses promesses. La photographie est à présent aussi en sécurité que si elle avait été jetée au feu. Je suis heureux d'entendre votre majesté parler ainsi. J'ai contracté une dette immense envers vous. Je vous en prie, dites-moi de quelle manière je puis vous récompenser. Cette bague. Il fit glisser de son doigt une émeraude et la posa sur la paume ouverte de sa main. Votre majesté possède quelque chose que j'ai valu à plus cher, dit Holmes. Dites-moi quoi, c'est à vous. Cette photographie. Le roi la contempla avec ahurissement. La photographie d'Irène? Bien sûr, si vous y tenez. Je vous remercie, votre majesté. Maintenant, l'affaire est terminée. J'ai l'honneur de souhaiter à votre majesté une bonne matinée. Il s'inclina et se détourna sans remarquer la main que lui tendait le roi. Bras dessus, bras dessous, nous regagnâmes Baker Street. Et voici pourquoi un grand scandale menaçait le royaume de Bohême, et comment les plans de Sherlock Holmes furent déjoués par une femme. Il avait l'habitude d'ironiser sur la rouerie féminine. Depuis ce jour, il évite de le faire. Et quand il parle d'Irène Adler, ou quand il fait allusion à sa photographie, c'est toujours sous le titre très honorable de « La femme ». La disparition de Lady Frances Carfax. Arthur Conan Doyle.
Mais pourquoi cette mode turque ?» s'écria Sherlock Holmes en regardant fixement mes souliers. J'étais en train de me reposer dans un fauteuil, et mes pieds pointant en avant avaient attiré son attention toujours en éveil. « Ils viennent d'Angleterre ?» répondis-je un peu étonné. « Je les ai achetés chez Latimer dans Oxford Street. » Holmes me sourit d'un air patient et las. « Je parle du bain, » dit-il. « Du bain. Pourquoi aller dans des bains turcs plutôt que de prendre un bain chez soi ?»« Parce que ces derniers jours, j'ai senti mes vieilles douleurs rhumatismales. Un bain turc est ce que nous appelons en médecine un dérivatif, quelque chose comme un nouveau point de départ, un assainissement de l'organisme. À propos, Holmes, je suis convaincu que le rapport entre mes chaussures et un bain turc saute aux yeux de tout amoureux de la logique. Néanmoins, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me le révéler. « Mon raisonnement n'est pas très compliqué, Watson, » répondit Holmes avec un clin d'œil malicieux. « Il appartient à une classe élémentaire de déduction, dont je pourrais vous citer un nouvel exemple en vous demandant qui vous accompagnait ce matin en fiacre. »« Un nouvel exemple n'est pas une explication, » répliquai-je avec une certaine rudesse. « Bravo, Watson. Voilà une remontrance pleine de dignité et très logique. Voyons, récapitulons les faits. Prenez celui-ci d'abord, le fiacre. Vous remarquerez que vous avez quelques taches ou éclaboussures sur l'épaule et la manche gauche de votre manteau. Et si vous aviez été assis au milieu du fiacre, vous n'auriez sans doute pas reçu d'éclaboussures, ou elles auraient été symétriques. Donc, vous vous êtes assis sur le côté, et donc vous étiez accompagné. C'est l'évidence même. D'une banalité absurde, n'est-ce pas? Mais les chaussures et le bain. Aussi enfantin. Vous avez l'habitude de nouer vos lacets d'une certaine façon. Or, je les vois attachés avec un double nœud compliqué qui n'est pas dans votre manière. Donc, vous avez quitté vos souliers. Qui a noué vos lacets? Un cordonnier ou le boy du bain. Il est peu vraisemblable que ce soit le cordonnier, puisque vos souliers sont presque neufs. Que reste-t-il par conséquent? Le bain. Stupide, n'est-ce pas? Mais malgré cela, le bain turc est utile à mes projets. Comment cela? Vous m'avez dit que vous aviez pris un bain turc parce que vous aviez besoin d'un dérivatif. Je vais vous en suggérer un autre. Que diriez-vous de Lausanne, mon cher Watson? Voyage en première classe et tout frais de séjour payé à un tarif princier. Ce serait merveilleux, mais pourquoi? Holmes s'adossa contre sa chaise et tira de sa poche un calepin. L'une des plus dangereuses catégories sociales qui existent, me dit-il, est la femme seule qui voyage. Elle est inoffensive, parfois utile, mais parfois elle invite au crime. Elle est sans appui. Elle va d'un endroit à un autre. Elle dispose de ressources suffisantes pour vivre à l'hôtel dans n'importe quel pays. Elle se perd la plupart du temps dans un labyrinthe d'obscures pensions de famille. Elle ressemble au poussin égaré dans un monde de renards. Quand elle se fait dévorer, on s'aperçoit à peine de sa disparition. Je redoute fort qu'il ne soit arrivé malheur à Lady Frances Carfax. Cette soudaine chute du général au particulier me détendit. Holmes consulta ses notes. « Lady Frances, poursuivit-il, est la seule survivante de la famille directe du feu le comte de Rufton. Vous vous en souvenez peut-être, l'héritage fut dévolu aux descendants mâles. Lady Frances n'obtint que des ressources limitées, soutenues toutefois par de très anciens bijoux d'Espagne en argent et en diamants curieusement taillés, diamants auxquels elle était attachée. Trop attachée sans doute, car elle refusa de les confier à son banquier et les transporta à travers le monde avec elle. Figure assez pathétique, cette Lady Frances. Une belle femme encore fraîche, et cependant la suprême épave de ce qui, il y a 20 ans encore, constituait une jolie flotte. Que lui est-il arrivé? Ah! Qu'est-il arrivé à Lady Frances? Est-elle morte ou en vie? Voilà notre problème. C'est une dame d'habitude régulière,
Depuis 4 ans, elle a écrit une fois tous les 15 jours à mademoiselle Daubney, sa vieille gouvernante, aujourd'hui retirée à Camberwell. C'est cette mademoiselle Daubney qui m'a consulté. Près de 5 semaines se sont écoulées sans un mot. La dernière lettre provenait de l'Hôtel National à Lausanne. Lady Frances semble être partie sans avoir laissé d'adresse. La famille est anxieuse et, comme il s'agit de gens extrêmement riches, des crédits illimités sont mis à notre disposition pour éclaircir cette affaire. Mademoiselle Daubney est-elle l'unique source de renseignements? Lady Frances avait sûrement d'autres correspondants. Il y a un correspondant, et un seul, Watson, qui soit précis, la banque. Les dames seules doivent vivre et leurs carnets de chèques sont des agendas concis. Sa banque est la Sylvesters. J'ai examiné son compte. L'avant-dernier chèque qu'elle a tiré a payé sa note d'hôtel à Lausanne. Mais il était assez gros, et elle a dû conserver des liquidités. Depuis, elle n'a tiré qu'un seul chèque. À qui et d'où? À mademoiselle Marie Devine. Rien n'indique la provenance du chèque. Il a été payé au Crédit Lyonnais de Montpellier il y a moins de 3 semaines. C'était un chèque de 50 livres. Et qui est mademoiselle Marie Devine? Je l'ai découvert. Elle était la femme de chambre de Lady Frances Carfax. Pourquoi a-t-elle reçu ce chèque? Nous ne le savons pas encore, mais vos recherches éclairciront certainement bientôt ce mystère. Mes recherches? D'où cette expédition revigorante à Lausanne. Vous savez qu'il m'est impossible de quitter Londres tant que le vieil Abrahams vit dans une telle terreur. Et puis, d'une manière générale, il vaut mieux que je ne quitte pas l'Angleterre. Scotland Yard se sent abandonné quand je m'en vais, et mon absence provoque une excitation malsaine dans les milieux criminels. Vous partirez donc, mon cher Watson, et si un modeste conseil de moi peut valoir le tarif extravagant de 2 pence le mot, il sera à votre disposition jour et nuit à l'autre bout du fil télégraphique. Le surlendemain, j'arrivai à l'Hôtel National de Lausanne, où je fus reçu avec de grandes amabilités par M. Moser, son célèbre directeur. Il m'apprit que Lady Frances avait habité l'hôtel pendant plusieurs semaines, et qu'elle avait été appréciée par ceux qui l'avaient rencontrée. Elle était encore belle, et elle avait dû être ravissante quand elle était plus jeune. M. Moser ignorait tout de ses bijoux, mais le personnel avait remarqué qu'une lourde malle dans la chambre de Lady Frances était toujours soigneusement fermée à clé. Marie Devine, la femme de chambre, était aussi populaire que sa maîtresse. Elle venait de se fiancer à l'un des valets de chambre de l'hôtel, et j'obtins son adresse sans difficulté. Elle habitait Montpellier, 11 rue de Trajan. Je couchai par écrit tous ces renseignements, et je me dis que Holmes lui-même n'aurait pas récolté plus adroitement les faits. Un seul point restait dans l'ombre. Rien de ce que j'avais appris ne pouvait expliquer le soudain départ de la dame. À Lausanne, elle était très heureuse. Tout le monde avait cru qu'elle resterait pour la saison dans son luxueux appartement qui faisait face au lac. Et cependant, elle était partie un beau jour sans prévenir d'avance, ce qui l'avait obligée à payer une semaine entière dont elle n'avait pas profité. Jules Vibard, le fiancé de la femme de chambre, fut le seul à me suggérer une hypothèse. Il établissait un rapport entre le brusque départ de Lady Frances et la visite que lui avait faite 1 ou 2 jours auparavant un grand gaillard à barbe noire. « Un sauvage, un véritable sauvage !» me dit Jules Vibard. Cet homme logeait quelque part dans la ville. On l'avait vu parler avec une ardeur passionnée à madame pendant une promenade sur le lac. Puis il était venu à l'hôtel. Elle avait refusé de le voir. C'était un Anglais, mais personne ne savait son nom. Immédiatement après, madame avait bouclé ses malles. Jules Vibard et, ce qui était encore plus important, la fiancée de Jules Vibard, établissait une liaison de cause à effet entre cette visite et son départ. Il n'y avait qu'un détail sur lequel Jules ne pouvait rien dire, le motif pour lequel Marie avait quitté sa maîtresse. Là-dessus, il demeurait bouche cousue. Et si je voulais savoir, je n'avais qu'à me rendre à Montpellier et le lui demander à elle.
Ainsi se termina le premier chapitre de mon enquête. Je consacrai le deuxième à l'endroit où s'était rendue Lady Frances Carfax quand elle avait quitté Lausanne. À ce propos, je me heurtais à une énigme. Si elle était partie avec l'intention de brouiller sa piste, pourquoi ses bagages avaient-ils été lisiblement étiquetés pour Baden ? La dame et ses bagages avaient gagné la ville d'Orenan par le chemin des écoliers. Je l'appris du directeur local de Cook's. Aussi, je me rendis à Baden, après avoir expédié à Holmes un compte-rendu de toutes mes démarches et avoir reçu en guise de réponse un télégramme d'éloge semi-humoristique. À Baden, il ne fut pas malaisé de retrouver sa trace. Lady Frances était demeurée pendant une quinzaine de jours à l'Englischer Hof. Durant ce séjour, elle avait fait la connaissance d'un docteur Schlesinger et de sa femme. C'était un ménage de missionnaires qui revenaient de l'Amérique du Sud. Comme beaucoup de femmes seules, Lady Frances trouvait de quoi s'occuper et se consoler dans la religion. La forte personnalité du docteur Schlesinger, sa dévotion et son dévouement, le fait qu'il relevait d'une maladie contractée dans l'exercice de ses devoirs apostoliques, lui firent grande impression. Il passait ses journées, comme me le raconta le directeur de l'hôtel, sur une chaise longue placée dans la véranda, avec une dame de compagnie de chaque côté. Il travaillait à une carte sur les lieux saints, plus particulièrement à l'époque des Midianites, sur le royaume desquels il écrivait une monographie. Finalement, sa santé s'étant rétablie, lui et sa femme avaient pris le chemin de Londres et Lady Frances avait quitté l'hôtel en leur compagnie. Cela se passait 3 semaines plus tôt, et depuis le directeur n'avait eu aucune nouvelle. Quant à la femme de chambre Marie, elle était partie quelques jours auparavant tout en larmes, et elle avait averti les autres femmes de chambre qu'elle quittait sa maîtresse pour toujours. Avant son départ, le docteur Schlesinger avait réglé la note de tout le groupe. « D'ailleurs, me dit pour conclure le directeur, vous n'êtes pas le seul ami de Lady Frances Carfax à s'inquiéter de son sort. Il n'y a qu'une 8aine de jours, quelqu'un est venu me poser les mêmes questions. »« A-t-il dit son nom ?» demandai-je. « Non, mais c'était un Anglais, et un Anglais peu banal. »« Un sauvage, n'est-ce pas ?» dis-je en reliant les faits à la manière de mon illustre ami. « Exactement. Voilà le terme qui le dépeint fort bien. Imaginez un type massif, barbu, bronzé. Sûrement il aurait été mieux à sa place dans une auberge de village que dans un hôtel réputé. Un homme dur, farouche, un homme sur le pied duquel je n'aimerais pas marcher. » Le mystère commençait à préciser ses contours, telle une silhouette émergeant peu à peu du brouillard. Il y avait cette bonne dame pieuse, poursuivie par un individu sinistre et infatigable. Elle le craignait, sinon elle ne se serait pas enfuie de Lausanne. Il l'avait suivie. Tôt ou tard, il la rattraperait. L'avait-il déjà rejointe? Était-ce le motif du silence qu'elle observait? Est-ce que les braves gens qui l'avaient accompagnée avaient pu la protéger contre la violence de cette brute sauvage? Quel dessein horrible, patiemment prémédité, présidait à cette poursuite? Tel était le problème que j'avais à résoudre. J'écrivais à Holmes pour lui montrer la rapidité et le sérieux avec lequel j'étais parvenu jusqu'aux racines de l'affaire. En réponse, je reçus une dépêche me réclamant une description de l'oreille gauche du docteur Schlesinger. Holmes a toujours eu un sens particulier de l'humour, parfois offensant. Aussi ne me préoccupais-je nullement de cette plaisanterie déplacée. Pour dire le vrai, j'étais déjà arrivé à Montpellier à la recherche de la femme de chambre Marie quand son message me parvint. Il ne me fut pas difficile de retrouver l'ex-femme de chambre de Lady Frances et de lui tirer les vers du nez. C'était une fille dévouée qui n'avait quitté sa maîtresse qu'après s'être assurée qu'elle la laissait en bonnes mains et parce que la proximité de son mariage rendait inévitable une séparation.
Elle m'avoua avec chagrin que sa maîtresse lui avait témoigné une certaine mauvaise humeur pendant son séjour à Baden. Elle l'avait même questionné une fois, comme si elle avait eu des doutes sur son honnêteté. Cet incident avait facilité la séparation. Lady Frances lui avait remis 50 livres en guise de cadeau de mariage. Comme moi, Marie n'éprouvait que de la méfiance à l'égard de l'inconnu qui avait été la cause du départ de sa maîtresse. De ses propres yeux, elle l'avait vu saisir le poignet de Lady Frances avec une brutalité évidente au cours d'une promenade sur le lac. Il avait l'air terrible, féroce. Elle pensait que c'était parce qu'elle le redoutait que Lady Frances avait accepté l'escorte des Schlesinger jusqu'à Londres. Jamais elle n'en avait dit un mot à Marie, mais à de nombreux petits signes, la femme de chambre avait compris qu'elle vivait dans un état de frayeur constante. Elle en était là de son récit, quand elle se leva brusquement de sa chaise, son visage était bouleversé de surprise et d'effroi. « Regardez !» s'écria-t-elle. « Le mécréant est encore en chasse. Voilà l'homme dont je parlais. » Par la fenêtre ouverte du petit salon, je vis un homme de grande taille et au teint basané, barbe noire en avant, qui descendait lentement la rue en regardant les numéros des maisons. Il était clair que, comme moi, il était sur les traces de la femme de chambre. J'agis sous l'impulsion du moment, je me précipitai dehors et l'accostai. « Êtes-vous anglais ?» lui demandai-je. « Oui, en admettant que je sois anglais, » répondit-il avec un grognement de mauvais augure. « Puis-je vous demander votre nom ?»« Non. » J'étais dans une situation ridicule, mais les moyens les plus directs sont souvent les meilleurs. « Où est Lady Frances Carfax ?» questionnai-je. Il me regarda avec stupéfaction. « Que lui avez-vous fait? Pourquoi l'avez-vous poursuivi? J'insiste pour que vous me répondiez. » L'homme poussa un rugissement de colère et me sauta dessus comme un tigre. Je n'étais pas un mauvais lutteur, mais il avait une poigne de fer et la fureur d'un démon. Il m'avait pris à la gorge, et j'allais m'évanouir quand un ouvrier français mal rasé en blouse bleue sortit d'un cabaret avec un gourdin à la main et asséna à mon agresseur un coup violent sur l'avant-bras. Il lâcha prise. Il demeura quelque temps écumant de rage et visiblement se demandait s'il n'allait pas se jeter à nouveau sur moi quand, en ricanant, il me planta là pour pénétrer dans la villa d'où je sortais. Je me retournai pour remercier mon sauveur qui était resté à côté de moi sur la chaussée. « Eh bien, Watson, » me dit-il, « vous avez fait un beau gâchis. Je crois que vous n'avez rien de mieux à faire que de rentrer avec moi à Londres par l'express de nuit. » 1 heure plus tard, Sherlock Holmes, dans sa tenue habituelle, était assis dans ma chambre d'hôtel. Il me fournit l'explication de sa présence aussi imprévue qu'opportune. Elle était la simplicité elle-même. Il avait trouvé le moyen de s'absenter de Londres et il avait décidé de me devancer dans ma prochaine destination. Déguisé en ouvrier, il s'était installé au cabaret en m'attendant. « Et vous avez mené une enquête singulièrement consistante, mon cher Watson, » me dit-il. « Je ne vois pas quelle gaffe vous avez oubliée. Vos démarches se résument à ceci, vous avez alerté tout le monde et vous n'avez rien découvert. »« Peut-être auriez-vous fait mieux, » répondis-je vexé. « Il n'y a pas de peut-être, j'ai fait mieux. Voici l'honorable Philip Green, qui est un compatriote et qui habite dans le même hôtel que vous. C'est de lui que j'attends le point de départ d'une meilleure enquête. » Sur un plateau, une carte nous avait été présentée. Elle fut suivie de l'apparition du même individu barbu qui m'avait malmené dans la rue. Il sursauta quand il m'aperçut. « Qu'est-ce à dire, monsieur Holmes ?» s'enquit-il. « J'ai reçu votre billet et je suis venu. Mais en quoi l'affaire concerne-t-elle ce monsieur ? » « Je vous présente mon vieil ami et associé, le docteur Watson, qui nous apporte son concours dans cette affaire. » L'inconnu me tendit une main énorme, hâlée, et prononça quelques mots d'excuse. « J'espère que je ne vous ai pas blessé. Quand vous m'avez accusé de lui avoir fait du mal, j'ai vu rouge. Vraiment, en ce moment, je ne suis pas maître de moi. Mes nerfs sont comme des piles électriques, mais je n'y puis rien.
Ce que je voudrais savoir tout d'abord, monsieur Holmes, c'est comment vous avez pu apprendre mon existence. Je suis en rapport avec mademoiselle Daubney, la gouvernante de Lady Frances. La vieille Suzanne Daubney avec le petit bonnet, je me la rappelle très bien. Et elle se souvient de vous. Cela se passait dans le bon vieux temps, avant que vous ayez préféré partir pour l'Afrique du Sud. Ah, je vois que vous connaissez mon histoire. Je n'ai pas besoin de vous cacher quoi que ce soit. Je vous fais le serment, monsieur Holmes, que jamais homme sur la terre n'aima une femme d'un plus bel amour que celui que j'éprouvais pour Frances. J'étais un jeune sauvage, je le sais, pas pire que bien d'autres de mon âge, mais elle avait l'esprit pur comme de la neige. Elle ne pouvait supporter l'ombre d'une incorrection. Aussi, quand elle apprit certains péchés de ma jeunesse, elle ne voulut plus m'adresser la parole. Et pourtant, elle m'aimait. Voilà le merveilleux. Elle m'aima assez pour rester célibataire pendant 2 longues années par amour pour moi. Quand le temps eut passé et que j'eus fait fortune à Barberton, je pensais que je pourrais la retrouver et l'apaiser. J'avais appris qu'elle ne s'était pas mariée. Je la rencontrai à Lausanne et je fis de mon mieux pour la convaincre. Elle faiblissait, je crois, mais sa volonté était forte. Lorsque je voulus la revoir, elle avait quitté la ville. Je retrouvai sa trace à Baden, puis au bout d'un certain temps, j'appris que sa femme de chambre était ici. Je suis rude, je sors d'une rude existence, et quand le docteur Watson m'a parlé comme il l'a fait, j'ai perdu le contrôle de mes nerfs. Mais pour l'amour de Dieu, dites-moi ce qu'est devenue Lady Frances Carfax. « Il nous reste à le deviner, » répondit Sherlock Holmes, non sans gravité. « Où descendez-vous à Londres, monsieur Green ?»« Au Langham Hotel. »« Alors, puis-je vous recommander de rentrer à Londres et de vous tenir prêt à toute éventualité. Je ne désire nullement encourager de faux espoirs, mais vous pouvez être sûr que tout ce qui peut être fait le sera pour Lady Frances. Maintenant, je ne peux rien dire de plus. Je vous laisse cette carte pour que vous restiez en contact avec nous. Watson, si vous voulez faire vos valises, je vais câbler à Madame Hudson pour qu'elle mette les petits plats dans les grands, en l'honneur de 2 voyageurs affamés qui arriveront demain matin à 7h30. Un télégramme nous attendait à Baker Street. Holmes, après l'avoir lu, me le remit. Il portait ces 3 mots. « Dentelé ou déchiqueté ». Le télégramme venait de Baden. De quoi s'agit-il ? De l'essentiel, répondit Holmes. Vous vous rappelez peut-être ma question, qui avait un air d'insouciance, quant à l'oreille gauche du clergyman missionnaire. Vous n'y aviez pas répondu. J'avais quitté Baden, je ne pouvais donc pas me renseigner. Très juste. C'est pour cette raison que j'ai posé la même question au directeur de l'Englischer Hof, dont voici la réponse. Qu'indique-t-elle ? Elle indique, mon cher Watson, que nous avons affaire à un gaillard particulièrement astucieux et dangereux. Le révérend docteur Schlesinger, missionnaire en Amérique du Sud, est tout simplement Holly Peters, l'un des bandits les moins scrupuleux qu'ait jamais engendré l'Australie. Et pour un pays jeune, l'Australie a déjà accouché de types parfaitement évolués. Sa spécialité consiste à séduire les dames seules en pinçant la fibre religieuse, et sa prétendue épouse, une Anglaise du nom de Fraser, est sa digne complice. La tactique utilisée m'a fait penser à lui, et cette particularité physique, car il était vilainement mordu dans une bagarre de bouge à Adélaïde en 89, a confirmé mes soupçons. Cette pauvre Lady Frances est entre les mains d'un couple infernal qui ne reculera devant rien, Watson. Sa mort est une hypothèse très vraisemblable. Si elle n'est pas morte, elle se trouve certainement si bien recluse qu'il lui est impossible d'écrire soit à mademoiselle Daubney, soit à ses autres amis. Il se peut qu'elle ne soit jamais arrivée à Londres, ou qu'elle ait traversé la ville, mais d'une part il n'est pas facile de jouer des tours à la police continentale quand on est étranger, et d'autre part ces coquins savent bien que Londres est le meilleur endroit pour enfermer quelqu'un. Tous mes instincts me disent qu'elle se trouve dans Londres, mais comme nous n'avons jusqu'ici aucun moyen de préciser l'endroit,
nous n'avons rien de mieux à faire que dîner et nous armer de patience. Dans la soirée, j'irai faire un tour et dire un mot à l'ami de l'estrade à Scotland Yard. » Mais ni la police officielle, ni la petite organisation très efficace mise sur pied par Holmes ne suffirent pour élucider le mystère. Parmi les millions de Londoniens, les 3 personnes que nous cherchions étaient aussi invisibles que si elles n'avaient jamais existé. On essaya des annonces personnelles, en vain. Des pistes furent suivies et n'aboutirent nulle part. Tous les repères des criminels qu'aurait pu fréquenter Schlesinger furent surveillés, inutilement. Ses anciens complices furent surveillés, inutilement. Ses anciens complices furent filés, mais aucun ne s'avisa d'aller le voir. Et puis, brusquement, après une semaine d'attente sans espoir, jaillit une lueur. Un pendentif en argent et brillant d'un vieux style espagnol avait été mis en gage chez Bevington, dans Westminster Road. Le vendeur était, nous dit-on, de grande taille, rasé, avec des manières d'ecclésiastique. Le nom et l'adresse qu'il avait donnés étaient incontestablement faux, comme cela fut vérifié. On n'avait pas remarqué l'oreille, mais, dans l'ensemble, la description correspondait au signalement de Schlesinger. À 3 reprises, notre ami barbu de Langham vint nous voir pour avoir des nouvelles. La 3e fois, moins d'1 heure après ce nouvel indice. Son grand corps commençait à flotter dans ses vêtements. Il dépérissait d'anxiété. « Si seulement vous me donniez quelque chose à faire !» soupirait-il constamment. Enfin, Holmes put lui rendre ce service. « Il a commencé à mettre en gage des bijoux. Nous ne tarderons pas à lui mettre la main dessus. »« Mais cela signifie-t-il qu'il n'est arrivé aucun mal à Lady Frances ?» Holmes hocha gravement la tête. « En supposant qu'il l'ait gardée prisonnière jusqu'ici, il est évident qu'ils ne peuvent pas la relâcher. Ce serait leur perte. Nous devons nous préparer au pire. » « Que puis-je faire ?»« Est-ce que ces gens vous connaissent de vue ?»« Non. »« Il se peut qu'ils se rendent chez un autre prêteur sur gage. Dans ce cas, il nous faudra recommencer. Par ailleurs, il a eu chez le premier un bon prix, et on ne lui a rien demandé. Aussi, s'il a des besoins d'argent, il retournera sans doute chez Bevington. Je vais vous donner un mot pour cette maison, et ils vous autoriseront à rester dans leur magasin. Et si notre homme survient, vous le suivrez jusqu'à son domicile. Mais soyez discret et surtout, pas de violence. Je vous demande votre parole d'honneur de ne rien faire sans m'avertir et que j'y consente. » Pendant 2 jours, l'honorable Philip Green, c'était, je peux le préciser, le fils d'un célèbre amiral de ce nom qui commandait la flotte de la mer d'Azov pendant la guerre de Crimée, ne nous apporta pas de nouvelles. Le soir du 3e, il se précipita dans notre salon, pâle, tremblant, chaque muscle de sa charpente puissante frémissant d'énervement. « Nous l'avons, nous l'avons !» cria-t-il. Dans cette agitation, il était incohérent. Holmes le calma avec quelques paroles et le fit tomber dans un fauteuil. « Allons, communiquez-nous maintenant les faits dans l'ordre. »« Elle est venue il y a moins d'1 heure. C'était la femme cette fois. Mais le pendentif qu'elle a apporté était la réplique de l'autre. Elle est grande, pâle, avec des yeux de furet. »« C'est bien elle, » assura Holmes. « Elle a quitté le magasin et je l'ai suivie. Elle a remonté Kennington Road. Elle est entrée dans un autre magasin. Monsieur Holmes, c'était le magasin d'un entrepreneur de pompes funèbres. » Mon compagnon sursauta. « Ensuite ?» questionna-t-il de cette voix vibrante qui révélait l'âme sous le masque impassible du visage. Elle s'est adressée à la femme qui se tenait derrière le bureau. Je suis entré. « Vous êtes en retard » l'entendis-je dire, ou quelque chose comme ça. La femme s'excusa. « Il va arriver d'un instant à l'autre » répondit-elle, « mais il nous a demandé plus de temps parce que c'était un modèle spécial. » Tous deux se sont arrêtés et m'ont regardé. J'ai réclamé un tarif et je suis sorti. Très bien. Et ensuite ? La femme est partie à son tour, mais je m'étais caché sous un porche. Ses soupçons avaient été éveillés, je pense, car elle a inspecté les alentours. Puis elle a appelé un fiacre et est montée dedans. J'ai eu assez de chance pour en trouver un autre et la suivre.
Elle est descendue au numéro 36 de Pulteney Square, Brixton. Je suis allé jusqu'au coin de la place et j'ai regardé la maison. Avez-vous vu quelqu'un? Les fenêtres n'étaient pas éclairées, sauf une à l'étage inférieur. Le store était baissé, je n'ai rien pu voir à l'intérieur. J'étais là, me demandant ce qu'il me fallait faire quand un fourgon couvert s'est arrêté. Il y avait 2 hommes à l'intérieur. Ils sont descendus, ont sorti un objet du fourgon, l'ont monté sur le perron. Monsieur Holmes, c'était une bière. Ah! À un moment, j'ai été sur le point de me ruer dans la maison. La porte était ouverte pour laisser passer les 2 hommes et leur cercueil. C'était la femme qui avait ouvert. Mais comme je me tenais non loin, elle m'a aperçu et je crois qu'elle m'a reconnu. Je l'ai vue tressaillir et elle a refermé la porte en toute hâte. Je me suis rappelé ma promesse et je suis venu vous rendre compte. « Vous avez fait de l'excellent travail », dit Holmes en griffonnant quelques mots sur une demi-feuille de papier. « Nous ne pouvons rien faire de légal sans un mandat. Vous servirez donc bien notre cause en portant cette note aux autorités et en obtenant le mandat en question. Des difficultés peuvent surgir, mais je pense que la vente des bijoux devrait suffire. Lestrade pourvoira au détail. »« Mais dans l'intervalle, ils peuvent la tuer. Que signifie cette bière? Et pour qui a-t-elle été amenée sinon pour elle? » « Nous ferons tout ce qui peut être fait, Monsieur Green. Nous ne perdrons pas un moment. Reposez-vous sur nous. Maintenant, Watson, ajouta-t-il quand notre client descendit l'escalier 4 à 4, il va mettre en branle les forces régulières. Nous sommes comme d'habitude des irréguliers et nous exécuterons notre propre plan d'action. La situation me paraît si désespérée qu'elle justifie les mesures les plus extrêmes. Il n'y a pas un instant à perdre pour arriver à Pulteney Square. » Tandis que notre fiacre trottait rapidement le long de la maison du Parlement et franchissait le pont de Westminster, il entreprit de reconstruire l'enchaînement des faits. Nos bandits ont enjolé cette malheureuse jusqu'à Londres, après l'avoir amenée à se défaire de sa dévouée femme de chambre. Si elle a écrit, ses lettres ont été interceptées. Par l'intermédiaire d'un complice, ils ont loué une maison meublée. Une fois rendus là, ils ont fait de Lady Frances leur prisonnière et ils sont entrés en possession des bijoux de valeur qui étaient leur objectif depuis le début. Ils ont déjà commencé à en vendre une partie et ils se croient en sécurité puisqu'ils n'ont aucune raison de penser que quelqu'un s'intéresse au sort de la dame. S'ils la relâchent, elle les dénoncera. Donc il ne faut pas qu'elle retrouve la liberté. Comme ils ne peuvent pas la maintenir sous clé indéfiniment, il ne leur reste qu'une solution, la tuer. C'est très clair. Mais suivons un autre raisonnement. Quand on suit 2 raisonnements distincts, Watson, on finit toujours par trouver un point d'intersection où se situe approximativement la vérité. Et nous commencerons cette fois non par la dame, mais par le cercueil, et nous raisonnerons à reculons. Cet épisode prouve, je le crains, que la malheureuse est morte. Il indique également un enterrement orthodoxe, accompagné d'un certificat médical et de papiers officiels. S'ils avaient assassiné Lady Frances, ils l'auraient enterrée dans un trou du jardin. Mais ici, tout est régulier, public. Pourquoi? Sûrement parce qu'ils l'ont fait mourir d'une manière qui a trompé le médecin en lui donnant les apparences d'une mort naturelle. Peut-être par du poison. Et cependant, il est bien étrange qu'ils aient laissé un médecin s'approcher d'elle, à moins qu'il ne s'agisse d'un complice, ce qui est une supposition à peine croyable. N'aurait-il pas pu établir un faux certificat médical? C'est bien dangereux, Watson, très dangereux. Et non, je ne les vois pas comme étant cela. Arrêtez, cocher. Voici certainement les pompes funèbres, puisque nous venons de passer devant le magasin de prêteurs sur gage. Voulez-vous entrer, Watson? Votre physique inspire la confiance. Demandez à quelle heure a lieu l'enterrement de demain à Pulteney Square. La femme du magasin me répondit sans hésitation que la cérémonie avait lieu demain à 8 heures. Vous voyez, Watson, aucun mystère, tout au grand jour. Dans un certain sens, les formes légales ont été respectées, et ils pensent qu'ils n'ont pas grand-chose à craindre. Bon, je ne vois rien d'autre à faire qu'une attaque de front. Êtes-vous armé? D'une canne. Tant pis, nous serons assez forts. Il est armé 3 fois celui dont la querelle est juste, dit-on. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre la police ni de demeurer sous le couvert de la loi. Vous pouvez repartir, cocher.
À présent, Watson, nous allons tenter notre chance ensemble, comme cela nous est quelquefois arrivé dans le passé. » Il avait sonné à la porte d'une vaste maison obscure au centre de Pulteney Square. La porte s'ouvrit aussitôt. La silhouette d'une femme grande et pâle se profila dans le vestibule faiblement éclairé. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-elle d'une voix brève, en nous dévisageant dans le noir. « Je désire parler au docteur Schlesinger, » répondit Holmes. « Il n'y a personne de ce nom-là, » dit-elle. Elle essaya de nous fermer la porte au nez, mais Holmes avait glissé son pied dans l'entrebâillement. « Bien, dans ce cas, je désire parler à l'homme qui habite ici, quel que soit le nom qu'il s'est donné, » déclara fermement Holmes. Elle hésita, puis elle ouvrit la porte toute grande. « Entrez, » fit-elle. « Mon mari n'a peur de personne au monde. » Elle referma la porte derrière nous et nous introduisit dans un petit salon à droite de l'entrée. Elle alluma le gaz en nous quittant. « Monsieur Peters va venir dans un instant, » dit-elle. C'était exact. À peine avions-nous eu le temps de jeter un regard circulaire sur la pièce poussiéreuse et géomite que la porte s'ouvrit sur un homme grand, chauve et sans barbe, qui entra d'un pas léger. Il avait une grosse figure rougeaude, des bas-joues et un air de bienveillance superficielle que démentait sa bouche cruelle et méchante. « Il doit y avoir erreur, messieurs, » dit-il d'une voix onctueuse, « et je crois que vous avez été mal dirigés. Peut-être si vous essayez un peu plus bas dans la rue. »« Cela suffit, nous n'avons pas de temps à perdre, » coupa mon compagnon. « Vous êtes Henry Peters d'Adélaïde, récemment le docteur Schlesinger de Baden et d'Amérique du Sud. J'en suis aussi sûr que je m'appelle Sherlock Holmes. » Peters, comme je le nommerai dorénavant, bondit et fixa d'un regard mauvais son redoutable adversaire. « Votre nom ne m'impressionne pas, monsieur Holmes, » répondit-il froidement. « Quand la conscience d'un homme ne lui reproche rien, vous ne pouvez pas l'épouvanter, n'est-ce pas? Quelle affaire vous amène chez moi? » « Je veux savoir ce que vous avez fait de Lady Frances Carfax, qui est partie avec vous de Baden. »« Je serais bien content si vous pouviez me dire où peut être cette dame, » fit Peters toujours aussi froidement. « Elle me doit près de 100 livres et pour s'acquitter de sa dette, elle ne m'a laissé que 2 pendentifs en toque qu'un marchand ne voudrait même pas examiner. Elle s'était attachée à Madame Peters et à moi-même pendant que nous étions à Baden. C'est un fait que je portais à l'époque un autre nom. Elle ne nous a pas lâchés jusqu'à Londres. Je lui avais payé son hôtel et son billet. Une fois à Londres, elle a disparu et, comme je vous l'ai dit, elle nous a laissé ses vieux bijoux sans valeur pour s'acquitter envers moi. Si vous la retrouvez, monsieur Holmes, je serai bien votre débiteur. »« Je veux la retrouver, » dit Sherlock Holmes. « Je fouillerai cette maison jusqu'à ce que je l'ai découverte. »« Où est votre mandat ?» Holmes montra la crosse de son revolver. « Celui-ci servira en attendant qu'un meilleur arrive. »« Comment? Mais vous êtes un cambrioleur !»« Si vous voulez, » répondit Holmes gaiement. « Mon compagnon est un dangereux bandit et tous les deux nous allons visiter votre maison. » Notre interlocuteur ouvrit la porte. « Annie, va chercher un policeman !» cria-t-il. Il y eut un bruit de petits pas féminins dans le couloir, la porte de la rue s'ouvrit et se ferma. « Notre temps est limité, Watson, » me dit Holmes. « Si vous essayez de nous empêcher d'agir, Peters, il vous arrivera certainement des ennuis. Où est le cercueil qui a été apporté chez vous ?»« Que voulez-vous à ce cercueil? Il est occupé, il y a un cadavre dedans. Il faut que je voie ce cadavre. Jamais avec mon consentement. Alors sans votre permission. » D'un geste prompt, Holmes écarta Peters et passa dans le couloir. Une porte était entr'ouverte. Nous entrâmes. C'était la salle à manger. Et sur la table, sous une lampe, le cercueil était là. Holmes tourna le gaz pour donner plus de lumière et leva le couvercle. Au fond de la bière était étendue une forme humaine émaciée. La lumière éclairait un visage âgé et ridé. Aucune privation, aucune maladie n'aurait transformé la belle Lady Frances en une aussi misérable épave. Le visage de Holmes manifesta de l'étonnement, mais aussi un soulagement certain. « Dieu merci, » murmura-t-il, « c'est quelqu'un d'autre. »« Ah, vous vous êtes bien fourvoyé pour une fois, monsieur Sherlock Holmes, »
s'écria Peters qui nous avait suivis. « Qui est cette morte ?»« Si vous tenez à le savoir, c'est une vieille nourrice de ma femme. Elle s'appelle Rose Spender, et nous l'avons retirée de l'infirmerie de l'hospice de Brixton. Nous l'avons amenée ici, nous avons fait venir le docteur Orsom du 13 Furbank Villas. Notez bien l'adresse, monsieur Holmes, et elle a été tendrement soignée, autant que peuvent le faire des chrétiens. 3 jours plus tard, elle mourait. Le certificat parle d'affaiblissement sénile, mais ce n'est que l'opinion d'un médecin et vous, bien sûr, vous vous y connaissez mieux. Nous avons commandé l'enterrement chez Stimson & Co. de Kennington Road. La cérémonie aura lieu demain à 8 heures. Vous voyez une faille là-dedans, monsieur Holmes ? Vous avez commis une bêtise énorme. Vous feriez mieux d'en convenir. J'aurais payé cher une photo de votre tête ahurie quand vous avez tiré le couvercle. Vous vous attendiez à voir Lady Frances Carfax et vous n'avez trouvé qu'une pauvre vieille femme de 90 ans. Sous les flèches de son antagoniste, Holmes gardait une figure impassible, mais la crispation de ses mains en disait long sur son impatience. « Je vais fouiller votre maison, » dit-il. « Ah, vous croyez » cria Peters tandis qu'une voix de femme et des pas pesants retentissaient dans le couloir. « C'est ce que nous allons voir. Par ici, messieurs, s'il vous plaît. Ces individus ont pénétré de force dans ma maison, et je ne peux pas m'en débarrasser. Aidez-moi à les chasser. » Un brigadier et un agent se tenaient sur le seuil. Holmes tira sa carte. « Voici mon nom et mon adresse, et voici mon ami le docteur Watson. »« Dieu me pardonne, monsieur, » fit le brigadier. « Nous vous connaissons bien, mais vous ne pouvez pas rester ici sans un mandat. »« Bien sûr, je le sais. »« Arrêtez-le » cria Peters. « Nous savons ce que nous avons à faire, » dit majestueusement le brigadier. « Mais il vous faut partir d'ici, monsieur Holmes. »« Oui, Watson, partons. » L'instant d'après, nous nous retrouvions dans la rue. Holmes avait récupéré son calme habituel, mais je bouillais de fureur et d'humiliation. Le brigadier nous avait suivis. « Je regrette, monsieur Holmes, mais c'est la loi. »« Exactement, brigadier. Vous ne pouvez pas agir autrement. » « Je suis sûr qu'il y a de bonnes raisons pour que vous soyez allé chez ces gens-là. Et si je peux vous rendre un petit service ? » « Il s'agit d'une femme qui a disparu, brigadier, et nous croyons qu'elle est dans cette maison. J'attends un mandat d'un moment à l'autre. »« Alors je vais surveiller les lieux, monsieur Holmes, et si quelque chose me paraît louche, vous aurez de mes nouvelles. » Il n'était que 9 heures, et nous reprîmes immédiatement notre chasse. Pour commencer, nous nous fîmes conduire à l'hospice de Brixton. On nous confirma que 2 personnes charitables étaient venues quelques jours plus tôt réclamer une vieille femme idiote qui aurait été leur ancienne domestique et qu'elles avaient obtenu la permission de l'emmener. La nouvelle de la mort de la vieille n'étonna personne. Nous nous rendîmes ensuite chez le médecin. Il avait été appelé, il avait trouvé la femme en train de mourir d'affaiblissement sénile. Il avait ensuite examiné son cadavre et il avait signé le certificat légal. « Je vous assure, » nous dit-il, « que tout était parfaitement normal et qu'il n'y a eu aucune tricherie. » Rien dans la maison ne lui avait semblé suspect. Il s'était seulement étonné que des gens de cette classe sociale n'eussent pas de domestiques. Et finalement, nous nous dirigeâmes vers Scotland Yard et des difficultés de procédure avaient été soulevées. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.